John est en principe connecté. Je le vois dans la liste. Je ne sais pas s'il nous entend. John, ça y est, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, ben c'est parfait. OK, et tout le monde voit mon écran, donc on peut démarrer. Désolé pour le retard et merci d'être aussi nombreux. Donc, voilà, l'objectif aujourd'hui, on va parler d'un retour d'expérience, disons, la dernière fois, on essaie d'alterner un petit peu les tables rondes et les retours d'expérience. Donc, nous sommes donc là, John nous présentera un peu plus en détail Expléo et le retour d'expérience. On aura beaucoup plus d'informations, mais avant, je vais faire quelques introductions d'Ita Molière. Donc, vous commencerez certainement à être au courant. Donc, Dita Molière, on est une association de loi 1901 et tout ce que nous organisons, nous avons un peu de dépenses, comme vous le voyez, un peu de logistique pour organiser des sites web, des choses comme ça. Donc, nous sommes soutenus par des partenaires. Donc, je tiens à mentionner nos sponsors qui sont donc en premier, le premier WHP, donc, que j'ai l'honneur de diriger, qui est une société de localisation spécialisée autour de Dita. Componize, qui est un fabricant de CMS, oui, fabricant excusez-moi, je ne sais pas trouver les mots en français parce que je pratique trop l'anglais, donc un distributeur ou un fabricant de CMS Dita, basé dans le sud de la France. L'Université de Rennes qui nous héberge, puisque nous sommes domiciliés auprès de l'Université de Rennes, qui est toujours intéressant pour une association d'avoir un domicile fixe, de ne pas être sans domicile fixe. Ixiasoft, un fournisseur de CMS aussi d'origine canadienne, mais très représenté en France. Expléo, qui fournit des services autour de Dita, et entre autres de la rédaction technique et du pilotage de projet. Donc, John nous présentera plus en détail cet aspect-là dans le cadre de la présentation. Fluid Topics, ou une société qui s'appelle Antidote, qui publie une solution de Dynamic Delivery, donc je ne sais pas comment on dit en français, de consultation sur Internet, une plateforme Internet permettant de rechercher, de distribuer de l'information. Et KD Concept, qui est un fournisseur de CMS aussi, basé sur la région parisienne, le fournisseur de CMS Dita, très orienté automobile et aéronautique. Voilà donc nos sponsors. Je vous remercie d'attendre et je les remercie à eux de supporter notre initiative Dita Molière. Donc, comme je disais, Dita Molière, on est une association de loi 1901. Donc, nous avons un site web, ditamolière.org, dans lequel vous retrouverez quelques articles. On essaie d'en mettre un peu plus, mais pour l'instant, voilà, on est preneur d'articles. On a les webinaires passés, donc on en a maintenant, je crois, une quinzaine derrière nous, et qui permet de faire des adhésions. Donc, on a des sponsors, mais on a aussi des adhésions à titre individuel qui sont assez marginales en termes de montant. On parle de 5, 10, 20 euros, je crois, suivant la situation professionnelle. Voilà. Donc, merci éventuellement de nous soutenir à travers les adhésions. On a un site de formation en ligne qui s'appelle learningdita.fr. Donc, je remercie plus particulièrement Marine, une membre de notre bureau, qui a participé à la localisation, non seulement à la traduction, mais aussi à l'hébergement, au transfert d'hébergement d'un site qui s'appelle learningdita.com, qui est édité par une société qui s'appelle Scriptorium, une société de conseil Scriptorium aux États-Unis. Donc, learningdita.fr est la version localisée en français de cette formation d'ITA. Nous avons un groupe LinkedIn, je pense que vous l'avez, c'est en partie comme ça que vous nous avez rejoint. Donc, nous avons un groupe LinkedIn dans lequel nous organisons les événements, qui permet de faire des événements, des enquêtes, qui permet de faire de la communication un peu plus, disons, plus institutionnelle ou commerciale. Et puis, nous avons un groupe Google qui démarre, dans lequel on peut poser des questions techniques et on capitalise toutes les questions et les réponses. Donc, ça permet de capitaliser un petit peu les connaissances. Tout ça, bien entendu, en français. Donc, voilà le point. Donc,
qu'est-ce qu'on organise? On organise des webinaires, donc, comme je le disais, des tables rondes, des cas d'école, des témoignages. Donc, on s'est tourné, on essaie d'en faire à peu près un par mois. On est tous bien entendu bénévoles et on fait tout ça en plus de notre travail qui est parfois assez prenant, donc ce qui explique parfois la difficulté à maintenir le rythme. On essaie de générer du contenu. Et puis, cette année, on va avoir pour la première fois un événement physique. Donc, on va essayer de réunir, de faire une journée d'ITA. On ne sait pas encore comment elle va s'appeler, on y travaille, dans laquelle on présentera pendant toute une journée. On va essayer de le faire à Paris, en région parisienne. Non, mais je pense que ce sera à Paris, un événement donc dans la journée où on aura des conférences, des tables rondes, du réseautage entre nous pour connaître cette communauté, parce que pour l'instant, comme on a lancé la communauté en tout début 2020 au moment du Covid, et bien évidemment, on n'a pas eu pour l'instant beaucoup d'événements physiques. Et puis, un sujet qui nous tient à cœur, mais qui n'avance pas beaucoup, faute de disponibilité, c'est avoir un kit de démarrage ou de démonstration qui permette très rapidement de commencer à travailler sur Dita, de pouvoir avoir un système un petit peu complet de rédaction, un module, de pouvoir publier voilà, quelques guides de style, et ainsi de suite, et des feuilles de style pour permettre de communiquer très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est Dita Molière. Donc restez bien connectés. Restez connectés surtout pour l'événement physique en octobre. C'est la première fois qu'on va le faire. On va essayer l'objectif est de le faire gratuit pour les membres. Pour ceux qui ne sont pas membres, l'adhésion minimale, comme je le disais, de l'ordre de 5 à 10, 15 ou 20 euros suivant la situation professionnelle. Une journée à Paris, début octobre, première semaine, deuxième semaine d'octobre. Voilà, donc restez connectés. On aimerait vraiment que ça soit un succès, qu'on arrive à être 50, 60 personnes peut-être dans une conférence. Voilà, donc soyez prêts. Voilà. Et donc je vais transmettre à John maintenant, qui va nous présenter le retour d'expérience de migration d'État d'un très gros volume de contenu. Donc, John, je te laisse faire. Je ne sais pas comment. Tu veux prendre la main? Pour l'instant, il me dit que je ne peux pas prendre la main parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui partage. Alors, attends, il faut que je ferme ça. Voilà. Donc là, tu dois pouvoir. Bien. Super. Partager. Avec un peu de chance, ça marchera. Vous me dites si vous voyez mon écran. On voit quelque chose. C'est parfait, John. Très bien. Merci. Bon, merci Dominique. Merci tout le monde. Je vais commencer juste très brièvement de vous parler de moi et de NuExpleo. Donc, NuExpleo, nous sommes une société de prestation de services en ingénierie. Et donc, une des plusieurs différents types de services qu'on propose, c'est les services en rédaction technique. Et moi, personnellement, je suis responsable pour des activités de rédaction technique que nous menons avec un de nos clients, Schneider Electric. C'est un projet qu'on mène à l'international avec, on a des équipes en France, en Inde, en Chine et aux USA. Et on mène ça depuis 2007. Et dans ce projet, nous utilisons les outils et les processus de notre client, de Schneider. C'est les ordinateurs, l'informatique et tous les outils de Schneider. Et donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est que quand on a démarré en 2007, Schneider avait son propre outil de rédaction technique qui était particulier à eux. Et puis, il y a quelques années, ils ont migré vers une solution d'ITA. Et à travers cette présentation, je vais vous expliquer un peu l'expérience que nous avons vécu de cette migration en tant qu'utilisateur de système, donc en tant que rédacteur, rédactrice, graphiste, etc. Je signale que ce n'est pas nous, ce n'est pas moi et ce n'est pas Expleo qui ont mené cette migration. Donc là, je vous donne vraiment un retour d'expérience sur l'expérience utilisateur de cette migration. Okay.
Et le dernier mot que je veux dire, c'est que, excusez-moi s'il y a des fautes de frappe en français dans mon présentation. Je suis d'origine écossaise, même si ça fait maintenant très longtemps que je suis en France. Et malheureusement, je me permets toujours de faire des fautes de frappe. Bon, Je pense que beaucoup de Français font encore des fautes en français. merci, merci Dominique. Euh, donc, pour vous parler de cette migration, en fait, c'était une migration vers DITA à partir d'un système qui était presque DITA. Donc, on peut imaginer que ça devait être plus ou moins relativement facile. L'outil que Schneider utilisait à l'époque, c'était un outil qui s'appelait TCT. C'était un outil qui utilisait FrameMaker comme éditeur XML. Donc, c'était en XML, c'était l'approche modulaire, comme dit, hein, c'était avec du contenu structuré et en single source. Donc, vraiment, on pourrait imaginer que pour basculer de ça à Dita, bah, en fait, on bascule d'une approche modulaire vers une approche modulaire, du structuré vers structuré, XML et single source. Euh, alors, en réalité, c'est une migration, bon, je dis monumentale, c'était quand même un outil de rédaction TCT qui était en place depuis 99. Je trouve que franchement, à l'époque, Schneider était un peu en avance de beaucoup de monde, d'avoir un système basé sur une approche modulaire, XML, etc., structuré en 99. Bah, je ne dis pas qu'ils étaient les seuls, mais je trouve qu'ils étaient bien en avance de beaucoup de monde. Il y avait un peu plus que 1600 guides à migrer, donc c'est quand même assez conséquent. Il y avait, avec toutes les traductions dans toutes les langues, il y avait plutôt 6400 guides à migrer, une fois qu'on prenait en compte toutes les traductions. Et ça représentait, croyez-le, plus que 3 millions et demi d'objets. Euh, donc c'était vraiment un gros migration à faire. Et en plus, il y avait vraiment beaucoup de partage des informations entre les différents guides, surtout les topics et les illustrations qui étaient partagées, des fois même certains topics qui étaient dans presque tous les guides, presque tous les 1600 guides, d'autres topics qui pouvaient être partagés à travers au moins 10, 15, 20 différents guides. Et c'était à peu près 70 utilisateurs qui utilisaient TCT à l'époque, qui devaient être migrés vers la nouvelle solution DITA. Et tu dis utilisateur, c'est rédacteur, John? Principalement les rédacteurs, oui, mais aussi les graphistes et des fois les personnes qui faisaient plutôt un peu le gestion de l'information que les rédacteurs. Mais principalement, oui, les rédacteurs. Les positifs de cette migration, bah, on migrait vers une solution dite existante qui était déjà en train d'être utilisée par d'autres personnes dans d'autres équipes chez Schneider. En fait, la solution DITA a déjà été mise en place depuis quelques années par les équipes de IT de Schneider, notamment aux US. Et donc, quand Schneider a décidé de migrer TCT vers une solution DITA, au moins, ils ne devaient pas recréer la rue et commencer à zéro. Ils avaient vraiment déjà la solution en place et c'était plutôt une question de savoir comment migrer de la solution existante vers la solution DITA qui lui aussi était déjà existante. Schneider a mis en place une migration automatisée. Ils avaient créé une petite équipe qui ont mené cette migration. Comme j'ai dit au début, nous, Expleo, bien évidemment, on était au courant de cette migration et des fois, on nous posait des questions sur la façon que ce sera fait, mais on n'était absolument pas le meneur de cette migration et Schneider a mis en place toute l'équipe pour d'abord migrer automatiquement autant que possible les contenus de l'un vers l'autre et donc pour les utilisateurs, ça devait avoir un impact minimum sur leur travail de tous les jours.
dans la nouvelle solution DITA, en fait, c'était une base de données, je dis parcellée, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en fait, euh, la différence entre l'ancien outil et le nouvel outil de ce côté-là, c'est que dans TCT, dans l'ancien outil, on avait une énorme base de données avec tous les 1600 guides dedans, voire plus. Et une fois qu'un rédacteur avait accès à la base, bah, il pouvait toucher à n'importe quel document, n'importe quel topic, n'importe quel graphique. Tout était à la portée de main et donc c'était un petit peu risqué, surtout quand on avait des nouveaux personnes qui démarraient. Bah, une fois qu'ils avaient accès, ils pouvaient tout toucher. Avec la nouvelle solution d'ITA qui était déjà en place, en fait, ça a été construit différemment. Il y avait une grande base de données, mais qui était découpée en différentes zones. Et pour accéder à une zone donnée, il fallait recevoir les droits d'accéder à cette zone dans laquelle il y aura une certaine famille de documents, peut-être une business unit, un département, ou juste une famille par rapport à une famille de produits. Une autre positive de cette migration, c'est que pour bien gérer la migration, ils avaient créé ce qu'on appelle des bibliothèques. Et en fait, dans chaque document, ils avaient créé une sorte de liste des définitions de toutes les conrefs qui étaient utilisées dans chaque guide. L'idée étant de rendre le travail du rédacteur un peu plus facile, qu'une fois que la migration a été faite, il va pouvoir regarder d'un clin d'œil quelles sont toutes les différentes définitions qui sont appelées comme conref dans le guide en question. Donc, ça, c'était un positif. Aussi, en même temps qu'on faisait cette migration de l'outil de rédaction, Schneider avait aussi lancé les nouveaux outils de gestion de traduction interne. Et donc, la migration vers la solution DITA était faite à peu près en même temps, gardant en tête que ces nouveaux outils de traduction seront aussi mis en route à peu près au même moment. Donc ça, c'était les positifs. Le 8 mai, le côté peut-être moins glorieux, et c'est là où je dois signaler, je sais qu'on est là pour l'association d'ITA Molière, et c'est notre but de montrer aux gens que DITA, c'est une excellente norme vers laquelle c'est logique de basculer et de montrer aux gens que la norme DITA, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Mais lors de cette présentation, je vais quand même vous parler aussi des choses moins glorieuses qu'on a vécues à travers cette migration. C'est pas pour dire que DITA est mauvais, surtout pas, mais c'est juste aussi pour montrer que c'est pas tout rose. Et même les meilleures migrations peuvent comporter comment dire, des challenges, des défis pour les utilisateurs par la suite. Donc, une des gros défis qu'on a eu et qu'on continue à avoir un peu, c'est que une fois que toute la base TCT a été migrée vers la nouvelle outil, avant de modifier un guide, il fallait faire une première étape de nettoyer chaque guide. Bon, on ne les a pas nettoyés tous les 1600, mais par nettoyer, ça veut dire qu'il fallait ouvrir le guide dans le nouvel outil et suivre une procédure assez longue, nécessitant de valider que toute la migration automatisée qui a été faite a eu les bons résultats et qu'il n'y a pas eu des loupés ou des choses qui n'ont pas été migrées exactement comme il faut. Typiquement, comme je mentionne ici, typiquement, ça nous prenait à peu près 2 jours par guide de faire cette étape de nettoyage, qui est assez conséquent, il faut dire. Certains guides étaient faits plus vite. Je pense que certains, ils étaient nettoyés dans une demi-journée. Si on était vraiment chanceux, il y avait peu de soucis, on suivait la procédure et puis c'était vite fait. Mais d'autres guides nous ont pris 3, 4, peut-être même 5 jours.
Et en moyenne, on a mesuré, on a vu qu'en moyenne, on était à peu près 2 jours par guide. Et là, c'était vraiment quelque chose de nécessaire parce que c'était des vérifications qu'il fallait faire avant de commencer à modifier les contenus des guides dans le nouvel outil. Donc, c'était vraiment une passe obligatoire pour chaque guide. Et avec Schneider, on s'est mis d'accord que cette phase de nettoyage, bon, heureusement, c'était à faire qu'une seule fois pour chaque guide, mais on le faisait dès qu'on savait qu'on devait mettre à jour le guide. On lançait d'abord la phase de nettoyage avant de commencer à faire les modifications du contenu. Une autre petit côté difficile, c'était que quand les guides ils ont été migrés euh, de l'ancien outil, le mécanisme automatisé qui est utilisé faisait à peu près guide par guide, un par un. Ce qui faisait que les topics, les graphiques qui étaient partagés dans l'ancien outil n'étaient plus partagés dans la nouvelle parce que chaque guide a été migré séparément. Et donc, si on avait un topic qui était partagé avec 3 différents guides, bah, chaque fois que chaque guide a été migré, bah, ça a été migré séparément. Et dans le nouvel outil, à la place d'avoir une topic qui était partagée dans les 3 guides, on avait 3 différents topics, un pour chaque guide. 3 topics identiques, mais 3 topics. Ça, c'était une des désavantages qu'on a eu suite à la migration automatique. Euh, Peut-être ça aurait été possible. Je suis sûr que techniquement, ça aurait dû être possible de le migrer en gardant cette partage. Mais pour diverses raisons, Schneider avait des idées de migrer tout séparément. Aussi, ce que j'appelle un peu, il y avait quelques cas où il fallait mettre des carrés un peu dans les rangs, malheureusement. Euh, euh, Quelques décisions qui ont dû être prises encore pour les bonnes décisions, certainement, pour les bonnes raisons, je veux dire, mais qui ont eu l'effet malheureux pour nous en tant qu'utilisateurs que des fois, dans le nouvel outil, on trouvait des choses qui n'étaient pas forcément conformes stricto sensu à la langue d'ITA, par exemple. L'exemple que je vais vous donner ici, c'est que certains des topics qui étaient plutôt les topics du type task, les tâches dans l'ancien outil, bah, pour diverses raisons, ils ont dû être migrés vers les topics concept dans le nouvel outil. Et forcément, ça c'est fort dommage parce que quelque chose qui devait être identifié comme un task, c'est dommage que dans la nouvelle outil, elle n'est pas reconnue comme un task, mais elle est reconnue comme un concept. Mais encore, il y avait des bonnes raisons pour ça. Malheureusement, c'était dans la situation, c'était la décision qu'il fallait prendre. Mais par la suite, ça fait que maintenant, dans les guides qui ont été migrés, les tasks, ils ne sont pas reconnus comme tels. Et pourtant, quand on crée un nouveau guide, maintenant, on doit toujours se poser la question, est-ce qu'on va créer les tasks comme les vrais tasks ou est-ce qu'on va devoir les créer comme les concepts pour qu'ils sortent avec à peu près la même mise en page, la même point de vue utilisateur final que les autres tasks qui existent déjà. Bon. Euh, un autre désavantage qu'on a avec le nouvel système, c'est que les graphiques, les illustrations, les versions sources des illustrations doivent être archivées à part. On ne peut pas les archiver dans la nouvelle base de données. En fait, la nouvelle base de données, lui, chaque graphique existe comme un seul fichier. Et ils ont été plutôt migrés avec le format GIF. Encore pour plein de raisons, il y avait certainement des bonnes raisons de le faire, mais malheureusement, ça fait que les graphiques qu'on avait créés avec Illustrator, par exemple, ils ont été migrés dans la nouvelle outil comme les GIFs, ce qui fait que le jour où on veut le modifier, eh ben, il faut qu'on aille chercher dans une autre base de données à part, là où il y a les archives de toutes les versions sources, de toutes les graphiques. On trouve la version source, à ce moment-là, on le modifie, et une fois qu'on l'a modifié, soit on décide de remettre un GIF dans la nouvelle base avec le graphique mis à jour, mais là, la plupart du temps, maintenant, on les sauvegarde en format SVG ou dans certains cas EPS. Mais bon, ça c'est un petit désavantage qu'on a eu encore suite à la migration.
Là où dans l'ancien outil, dans TCT, chaque graphique, en fait, existait dans la base de données avec plusieurs renditions. On appelait ça les renditions. Donc, pour chaque graphique, dans la base, on trouvait une version GIF, une version Illustrator, une version JPEG, etc. On pouvait avoir plusieurs différents renditions du graphique. Ils étaient tous ensemble dans le bon endroit, dans la base. Là, avec le nouvel outil, on a chaque graphique, c'est un seul fichier. On ne peut pas sauvegarder plusieurs renditions. Et donc, c'est pour ça que, malheureusement, les sources, ils sont gardées à part maintenant. C'est juste un peu embêtant, je vais dire comme ça. On a aussi eu quelques surprises suite à la migration avec les traductions. Ça fait un peu partie de cette étape de nettoyage qu'on doit faire. Lors de la nettoyage, maintenant, on cherche aussi à identifier s'il y aura des soucis de traduction. Le plus gros souci qu'on a eu, c'est juste qu'il y a certaines parties, certains fichiers qui existaient en traduit dans l'ancien outil et pour diverses raisons, les traductions n'ont pas été migrées correctement, ce qui faisait que au début, une fois que un guide est migré, quand on essayait de publier la version traduite du guide, bah, il nous sortait les PDF, les HTML traduits, mais avec soit quelques pages en anglais, soit quelques phrases en anglais. Et donc, c'était une petite surprise qu'on a eue avec les premiers guides qu'on a traités. Et on a dû mettre à jour notre processus de nettoyage afin d'aller aussi chercher et vérifier qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas des soucis de traduction suite à la migration. Et finalement, bon, il fallait aussi investir un petit peu du temps des rédacteurs pour les former sur le nouvel outil. Certains connaissaient déjà Dita, donc ça c'était certainement un avantage. D'autres qui ne connaissaient pas Dita, mais qui avaient travaillé dans l'ancien outil TCT, ils apprenaient relativement vite. Mais même mis à part le côté de Dita, c'est plutôt le fait que c'est un nouvel outil avec une base de données qui est différente de celui qu'on avait avant, avec un éditeur XML qui est différent de celui qu'on avait avant. Et donc, là aussi, il fallait apprendre un peu comment utiliser ces nouveaux outils par rapport aux anciens. Je ne pense pas que j'ai mentionné les outils dans la nouvelle solution, mais en fait, c'était une base de données PTC Windchill dans la nouvelle. Et l'éditeur XML qui est utilisé, c'est ArborText. Encore, Schneider a choisi ces deux composants, PTC Windchill et ArborText. Ce n'était pas forcément notre choix et je suis sûr que pour ceux qui connaissent Dita, on dirait que ce n'est pas forcément un choix automatique, on va dire, d'outils, mais ils sont compatibles avec Dita, ça c'est sûr. Et donc, ça marche. Et donc, c'est les outils qu'on a. Et ça a nécessité juste un petit peu de temps d'apprentissage. Et puis, oui, la dernière chose que je veux dire sur ce slide, c'est juste au début, on a eu aussi quelques soucis de disponibilité des serveurs. Je pense que c'était surtout dû à la forte augmentation du nombre d'utilisateurs. Comme j'ai dit, la solution Dita Schneider existait déjà. Ils avaient déjà un certain nombre d'utilisateurs de partout dans le monde qui l'utilisaient. Et le jour où on a tout migré de TCT, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y avait à peu près 70 utilisateurs dans TCT. Je pense que l'augmentation d'utilisateurs a fait que les serveurs étaient un peu surpris par le volume de trafic qu'ils devaient gérer. Et au début, on a eu quelques soucis. Ça, c'est moins le cas maintenant. Donc, ça, c'est un peu les petites surprises, les petits défis qu'on a eu lors de suite à cette migration. Les étapes après, euh, ce qu'on a fait depuis la migration et ce qu'on continue à faire, c'est qu'on continue à travailler sur le repartage des topics ou le partage des nouveaux topics, des illustrations, les définitions. Comme j'ai dit tout à l'heure, vu que lors de la migration, on a perdu pas mal, beaucoup même de partage, ça se reconstruit, mais ça prend du temps. Et encore, c'est plutôt au cas par cas. Euh, il n'y a pas eu suffisamment d'investissement pour dire qu'on va lancer une grande action de repartager tout ce qui a été partagé avant
Ça peut se comprendre parce que ça serait un énorme travail, mais c'est plutôt au cas par cas. Quand on voit qu'on va mettre à jour une famille de guides, par exemple, on regarde aussi pour remettre un peu du partage là où on peut, là où c'est logique de le faire. Aussi, les soucis de traduction duquel j'ai parlé tout à l'heure, là, on travaille aussi pour intégrer les fixes pour résoudre ces soucis. Je pense que maintenant, la plupart a été fait, mais on a toujours la petite procédure qu'il faut suivre chaque fois qu'on va attaquer un document qui existait auparavant dans TCT. Il y a quelques étapes de vérification, de correction à faire afin d'éviter les soucis de traduction. Donc ça, c'est un travail qui va continuer. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a basculé aussi le format de nos graphiques vers, autant que possible, vers le format SVG. C'est le grand favori maintenant avec Dita, qui amène pas mal d'avantages. Et surtout, une des avantages pour nous avec ce nouveau système, c'est que si on sauvegarde les fichiers en format SVG, ça sert à la fois comme format source éditable, mais aussi c'est un format qu'on peut directement publier. Donc, avec une seule fichier, on a tout ce qu'il faut. Et bien évidemment, nos rédacteurs et nos graphistes, ils gagnent en expérience avec l'outil. Donc, petit à petit, ça commence à très bien marcher. Les gens, ils ont de plus en plus d'expérience avec. Et c'est tout. Voilà, j'étais peut-être trop vite, mais comme ça, je laisse la place éventuellement pour les questions ou les commentaires. Bah, écoute, merci John. On va peut-être prendre des questions. Je vais peut-être lancer en posant peut-être une ou deux petites questions. Qu'est-ce qui a déclenché le passage d'ITA? Parce que ça faisait très longtemps qu'il fonctionnait avec un système, comme tu le disais, et quelqu'un à un moment a dit, bon voilà, on va passer d'ITA. Quelle était la raison derrière? Excellente question. Alors, je pense qu'il y avait deux axes. Il y avait d'abord le fait que leur outil TCT qu'ils avaient mis en place en 99 commençait à être un peu, ça datait. Il y avait, par exemple, c'était un système où tout le monde travaillait à distance. Ça marchait tout sur les serveurs. Il n'y avait rien qui se faisait en local. Et bon, des fois, ça pouvait poser des soucis. Si le serveur était HS, et bah, c'était tout le monde qui ne pouvait pas travailler. Euh, et juste donc de façon générale, je pense aussi la société qui a travaillé avec Schneider pour mettre TCT en place, ils avaient aussi décidé que leur outil TCT arrive à la fin de sa vie. Et donc, de toute façon, Schneider, s'il voulait continuer avec, il fallait plutôt basculer vers une nouvelle solution de ce fournisseur à la place de faire vivre TCT encore plus longtemps. Donc, il y avait cet axe-là qui faisait que Schneider était à peu près poussé à trouver une nouvelle solution et ils auraient pu continuer avec la société qui faisait TCT, avec leur nouvel outil, où ils ont identifié que c'était plus logique de basculer vers une solution basée sur la norme d'ITA qui était en train de se répandre de plus en plus dans l'industrie et qui va leur donner tous les avantages d'avoir une solution d'ITA, de ne plus être si j'ose dire, menotté à une seule et unique fournisseur, d'avoir la flexibilité de pouvoir changer des outils à un moment ou à un autre s'il faut, et d'avoir un système qui était vraiment basé sur cette norme qui comporte plusieurs avantages, à la fois pour le rédacteur, mais aussi pour la société qui l'utilise. Euh, donc, c'est surtout, je pense qu'ils ont vite vu qu'il fallait mieux basculer vers du DITA. Mais ensuite, il y avait aussi la question, quand même, est-ce qu'il bascule vers la solution DITA qui a été mise en place, quand même, par certaines équipes IT de Schneider, ou est-ce qu'il fallait basculer vers une autre solution DITA? C'était une question à un moment, mais bon, logiquement, ils ont pris la décision de basculer vers la solution DITA qui était déjà en place et qui marchait déjà. Est-ce qu'il y a d'autres
Autre question, je vois qu'il y a une question de Jean-Christophe. Quelles méthodes ou outils ont été utilisés pour la transition? Est-ce que tu sais comment comment s'est faite la conversion? J'avoue que je ne saurais pas trop répondre à cela. Je sais que, comme je vous ai mentionné, ils avaient créé une équipe pour gérer cette migration. Mais moi, personnellement, et nous, Expleo, de façon générale, on n'était pas vraiment acteurs importants dans cette migration. Ils ont traité ça avec des personnes internes Schneider et il me semble, avec une équipe de personnes en Inde, dans une société qui les ont aidés dans cette migration. Mais je ne suis pas vraiment au courant des outils particuliers qu'ils ont utilisés pour le faire. Pour avoir été un petit peu, disons, avoir suivi ça d'assez près. Donc, ils ont fait effectivement une conversion, mais comme c'était XML vers XML, ça a été un mappage je dirais, assez automatique. Il n'y a pas eu trop d'intervention humaine. C'est pour ça, comme tu le dis, John, qu'après, il y a 2 jours pour reprendre un guide, pour refaire la. Mm. Oui, 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 effectivement, c'était un peu le désavantage. L'avantage et les désavantages. Oui. Et contraint aussi pas mal l'information modèle, je sais pas comment dire en français, le modèle d'information de DITA pour répondre euh, aux, répondre au mappage de TCP. Donc, c'est un petit peu pour ça, par exemple, que les tâches sont devenues des concepts, parce qu'en fait, on n'utilise plus les steps, parce que les tâches étaient présentées sous forme de tableau, des étapes. Donc, c'est ça qui a contraint le choix pour passer de tâche en concept. J'ai une question, Dominique, mais tu viens d'y répondre en partie. Tout d'abord, merci John pour la présentation et bravo à l'équipe pour la migration parce que pour avoir fait plusieurs migrations d'ITA, je sais que c'est jamais simple et c'est toujours différent d'une migration à une autre. Donc bravo. J'avoue, je suis un petit peu tombé de ma chaise lorsque j'ai entendu que les tâches avaient été migrées en concept et du coup, Dominique, tu répondre un petit peu les raisons derrière ça. Évidemment, c'est dommage parce qu'on perd une des composantes importantes du standard qui est le typage de l'information et la dimension sémantique. Du coup, je me demandais, puisque on a perdu des tâches, est-ce que le concept a été spécialisé pour accepter le tag step ou bien est-ce que les steps ont été transformés en OL ou en autre chose? Ils sont mis dans les tables et numérotés dans la première colonne, un numéro qui est donné pour le numéro du step, mais c'est du manuel. Donc, le jour où on doit injecter un nouvel step au milieu d'une tâche, il faut renuméroter celle d'après manuellement. Donc, oui, c'est pas glorieux, Oui, mais c'est comme ça que ça marche, oui. ok. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins pour les nouvelles guides, quand on doit créer un nouveau guide maintenant dans l'outil, on a le droit, heureusement, de se poser la question, est-ce qu'on Mhm. va le faire de la même façon que les anciens, ou est-ce qu'on a le droit de créer quelque chose de nouveau correctement avec les tâches comme les tâches. Et typiquement, la réponse est assez vite trouvée parce que si c'est un tout nouveau guide pour un tout nouveau produit sur lequel il n'y a aucune documentation qui existe aujourd'hui, typiquement, on va plutôt choisir l'option de mettre les tâches comme les tâches. Mais effectivement, si on Ouais. doit créer un nouveau guide qui va, qui va être fourni avec une famille d'autres guides qui existent déjà, qui, eux, ils ont été mis dans l'ancien format, on va plutôt choisir de continuer avec le même format, les tâches qui sont cachées, entre guillemets, dans les concepts, Ouais. afin d'avoir une certaine homogénéité Homogénéité. dans Ouais. la famille de documents. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer une, une conversion XPath, XSLT pour détecter toutes les procédures qui sont dans des tableaux et les convertir en step. Mais c'est un travail important. Oui, oui, ça sera un travail assez titanesque. Et là aussi, je pense que niveau budget, c'est peut-être pas Mhm. forcément l'investissement qu'il faut faire. Oui. Bon. Ouais. Merci, John. J'ai une question de John sur la partie
Attends, je vais laisser d'abord Annette. Ah oui, excusez-moi, j'ai pris du retard dans mes questions. Ouais. Euh, voilà. Kevin qui demande quel type de nettoyage était fait. C'est-à-dire que quand tu disais qu'il y avait du nettoyage à faire, c'était quoi? Du nettoyage dans les balises, c'était du nettoyage des références, dans des. C'est un sacré mélange. Oui, des fois, c'est les balises. Des fois, c'est de vérifier juste que quelque chose apparaît comme il faut. Des fois, c'est des petites codages qu'il faut ajouter pour s'assurer que les informations ils vont apparaître comme il faut. C'est toute une procédure qui a été créée par une des personnes chez Schneider qui était moteur dans toute la migration, qui, elle a identifié les différents aspects qu'il faut confirmer, valider et corriger. Il y a vraiment, oui, un mélange de tout. Des fois, c'est retoucher des choses dans les balises. Des fois, c'est juste regarder et vérifier que des liens, ils pointent vers les choses où ils devaient. Euh, c'est vraiment un mélange de tout. Très bien. Donc après, une question de Juan qui demande est-ce que tu sais pourquoi les guides ont été migrés séparément et pas toute la base globalement? Ils voulaient y aller de façon progressive, il y a eu des pilotes d'abord et puis après maîtriser un petit peu le flux. Oui, alors, je pense que je n'ai pas la réponse définitive, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, ils ont migré les guides entre guillemets par famille, en groupe. C'était pas vraiment un par un. Ils ont identifié les groupes de guides qui étaient peut-être similaires ou qui avaient des liaisons entre eux. Et donc, ils ont migré par groupe. Mais ils ont définitivement pris le choix de ne pas migrer fichier par fichier, topic par topic, par exemple. Euh, je pense qu'ils ont fait ça parce que, autant, comme j'ai dit au début de la présentation, il y avait à peu près 1600 guides à migrer. En fait, dans la base, il y avait beaucoup plus que les 1600 guides. Et donc, ils voulaient sûrement ne pas euh, migrer l'entier, la base entière vers le nouvel outil parce qu'il y avait probablement un tiers de la base existante qui servait, entre guillemets, à rien. Il y avait aussi beaucoup de guides qui étaient créés peut-être dans l'année 2000, 2003 ou 2005, qui, qui étaient plus, comment dire, plus à mettre à jour. C'était des guides qui avaient arrivé à la fin des vies et donc Schneider n'attendait pas à les mettre à jour un jour. Donc, c'était pas la peine de les migrer. Donc, Donc c'est pour ça que. Oui. ça signifie que TCT existe toujours ou ils ont conservé la chaîne de publication ancienne des guides qui n'ont pas été migrés continue à exister? Non, en fait, TCT n'existe plus. Euh, au moins, le TCT comme nous on l'a connu, il n'existe plus. Euh, les guides qui, qui existaient dans TCT et qui n'ont pas été migrés, ils n'ont pas été migrés parce que Schneider considère qu'ils ne vont jamais être mis à jour, donc c'est pas nécessaire de les migrer. Donc ils sont On restés a eu, en PDF et HTML, quoi. oui, oui, exactement, mais cela dit, on a eu quelques cas après la migration, des guides que personne n'attendait qui vont être mis à jour et finalement, il y a une équipe projet qui a dit, ah, finalement, on a besoin de mettre à jour tel ou tel guide. Et au moins à l'époque, je pense que le dernier, ça date il y a peut-être de 9-12 mois, quelque chose comme ça. On a pu demander à Schneider et il y avait toujours quelqu'un qui avait gardé, j'imagine, une archive de ce qu'il y a eu dans TCT et qui a même réussi à le migrer dans la nouvelle outil. D'accord. Euh, donc, quelque part, il y a une archive quelque part qui a été stockée pour le au cas où, on va dire comme ça. Ok, question d'Annette. Est-ce que tu sais, est-ce que vous utilisez du texte conditionnel, du profiling, et est-ce que vous l'utilisiez? Est-ce que vous l'utilisez maintenant? Est-ce que ça a été bien converti? Et est-ce que justement, à l'occasion remettre en place le reuse, vous le réutilisez? Annette, merci pour la question. Bah, personnellement, comme je dis à tout le monde,
le profiling, c'est le travail du diable. Et personnellement, si c'est à moi, ça n'existerait même pas, mais je suis peut-être trop fort dans mes propos. Euh, Malheureusement, oui, des fois, on utilise le profiling. Euh, dans l'ancien outil, il y avait une fonction très similaire au profiling qu'on avait utilisé à bon escient dans l'ancien outil, dans TCT, et qui nous a posé énormément de problèmes au bout de quelques années euh, pour diverses raisons. Et, euh, et donc, quand on a basculé vers Motif, lors de la migration automatisée, il n'y avait aucune profiling qui a été créé lors de la migration. Mais suite à la migration, sur un certain nombre de projets, on a décidé d'utiliser le profiling et on l'utilise. Euh, Si possible, encore si c'était à moi, on éviterait. Si c'est possible, on essaie d'éviter. Des fois, on ne peut pas, ou des fois, on prend la décision de faire le profiling. Vous dites, est-ce que ça a été l'occasion de faire du single sourcing? Ben, en fait, on a toujours eu le single sourcing. Dans TCT, on a eu le single source. Et dans la nouvelle solution d'ITA, on a aussi le single source. Donc, il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. On a toujours eu le single source. J'ai une autre question aussi. Donc, John, tu as dit ils utilisaient déjà Dita au niveau US Oui. sur Motif. Est-ce que les deux bases sont complètement étanches ou il y a des volontés de partager, de réutiliser, d'avoir des modèles d'information communs, des outils de publication, des choses comme ça en commun ou pas? Et en fait, c'est pas vraiment de base. On peut dire que la solution d'ITA, ça s'appelle Motif, la solution d'ITA qui était déjà en place, ben, on a à peu près greffé les activités de TCT dans la même solution. Dans cette solution qui existait déjà, il y avait déjà comment dire ça, les style sheets et tout ce qui était déjà en place pour faire les documents. C'est vrai que une fois qu'on avait migré les documents de TCT, il y a eu quelques modifications, quelques ajouts qui ont été faits dans la solution d'ITA globale pour gérer les documents qui venaient de TCT et pour pouvoir publier ces documents-là d'une façon cohérente avec ce qu'il y avait avant avec TCT. Mais ça reste en global, ça reste un outil international standard Schneider avec quelques ajustements selon le département ou le business unit qui l'utilise. D'accord. Et donc, elle est supportée par le service central IT aux États-Unis, disons, alors qu'avant, vous étiez plutôt supporté par les équipes Europe, c'est ça? TCT? Avant, l'ancien outil TCT était surtout supporté par quelques spécialistes côté Schneider qui étaient des gens vraiment du monde de la documentation technique qui géraient ça avec la société externe qui développait TCT. Euh, Aujourd'hui, la nouvelle solution, Motif, Dita Motif, lui, il a été mis en place par l'IT de Schneider. Il y a une équipe choc qui gère la solution Dita, mais ils viennent de l'IT de Schneider, oui. D'accord. Alors moi, j'ai une dernière question. C'est, tu as parlé justement, tu as présenté la vue la partie rédaction technique, cet aspect-là. Maintenant, vue du côté business, je dirais les clients internes Schneider, qui eux avaient, pour eux, c'est les business units qui ont besoin de la documentation. D'une certaine façon, elles se fichent que ce soit TCT ou DITA. Elles l'ont vécu comment, ce changement-là? Parce que ça a dû rapporter, ça a dû Mm. bloquer pendant un moment. Ils ont dû ne pas, ils ont peut-être pendant quelques temps, ils n'ont pas pu émettre de documentation ou ils ont eu du Ouais. retard, ils ont eu des surcoûts. Et à la fin, tu penses tu penses ils sont contents, ils l'ont bien vécu ou pas? C'est difficile à parler pour eux, mais je dirais que c'est mitigé parce que les équipes projets pour lesquelles on fait la documentation, ils n'ont pas forcément une forte connaissance de tous les aboutissements de pourquoi Dita c'est une bonne solution et pourquoi ça a été migré.
et donc ils voient pas forcément tout de suite les avantages que nous on peut constater. Et ils ont plutôt vu les impacts à la suite du fait que, comme tu dis, on a dû peut-être prendre un peu plus de temps suite à la migration pour faire du nettoyage, pour faire un certain nombre de choses. Donc, je pense que les aspects négatifs, ils ont plutôt été mal pris par les projets. Euh, Surtout ceux qui avaient travaillé dans le TCT avant et maintenant qui travaillent qui ont les documents dans le nouveau système. Je pense que la migration a été assez douloureuse pour eux parce que ils ont juste vu qu'on devait passer du temps pour nettoyer, qu'on devait passer du temps pour corriger un certain nombre de choses et qu'il fallait prendre un peu plus de temps suite à la migration. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça, c'est en train de se calmer et la situation, ça marche un peu mieux. Mais comme je dis, j'aime pas trop parler pour les autres, Oui. Et, mais je pense ils ont pas vraiment vu ça avec un bon œil, forcément. et juste une dernière question avant de clôturer, parce qu'on arrive à la fin. Le timing, c'était quoi? 2, 3 ans? Et alors, ils ont Entre le début, entre le moment où ils ont commencé à parler de remplacer TCT avec autre chose, et le moment où véritablement tout a été mis dans le motif, ouais, dans le motif, dans DITA, et puis on a commencé à travailler DITA, je pense qu'il a dû passer 18 mois, 2 ans, quelque chose comme ça. d'accord. Donc, la partie, et donc ça, maintenant, et la partie nettoyage et tout ça, ça fait maintenant, tu dis que vous êtes presque au bout, ça fait quoi? Ça fait un an et demi? Ça fait, je pense, plutôt 2 ans, mais Toujours. il y a toujours la possibilité il y aura un guide que quelqu'un va nous demander de mettre à jour la semaine prochaine ou dans 6 mois, et ça sera un guide que jusque-là, on n'a jamais touché dans Dita, et donc on va avoir le premier étape de nettoyage à faire. Mais c'est vrai que maintenant, je pense qu'on a nettoyé la plupart des guides qu'on risque de modifier dans les mois qui viennent. D'accord, ben, je vais conclure ici. Donc, merci John pour partager ce cas-là. Comme, je veux dire, comme tu le disais, tout n'est pas toujours tout rose, mais ça, on progresse dans ce sens-là. Donc, juste pour conclure, donc la partie enregistrement sera disponible sur notre site web de l'association. La prochaine conférence devrait avoir lieu, je pense, on a dit de l'ordre d'un mois. Là, ce sera une table ronde et on va travailler justement sur les carrières. On va faire une table ronde autour des carrières dans la rédaction technique et dans les carrières dans la rédaction technique édita. Voilà, une table ronde, on va essayer d'avoir un certain nombre d'acteurs significatifs de notre métier et pour justement pouvoir discuter de ces points-là, de la formation, comment faire en sorte qu'il y ait les manques de personnel. Je pense qu'on manque tous de personnel dans ce point-là. Quels sont les cursus pour venir dans le monde de la rédaction technique édita et quelles sont les évolutions de carrière dans ce monde-là. Voilà. Donc, ce sera la prochaine table ronde. Restez en ligne. Vous verrez sur notre groupe LinkedIn, vous verrez ces informations-là. Voilà, très bien. J'espère que c'était intéressant. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé très intéressant. Merci, John. Et à une prochaine. Merci Dominique, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.